C'est un puits tout simple. Depuis tout ce temps qu'il est là, comme tous les puits, il donne de l'eau aux habitants. Il apporte la vie, cette eau qu'on amène chez soi pour boire, préparer le repas, laver, nettoyer, arroser. Il attire la vie. Les femmes qui se retrouvent autour de la margelle échangent les dernières nouvelles. Elles confient leurs joies, leurs soucis. Elles parlent de leurs espoirs et de leurs craintes. Les femmes discutent en puisant l'eau précieuse. Les enfants viennent aussi quand leurs mères n'ont pas le temps. Eux, ils posent le seau par terre, ils jouent aux billes avant de rentrer, ils éclatent de rire quand il y en a un qui fait le pitre. Et ce rire qui grimpe au ciel descend aussi dans les profondeurs du trou. Les enfants qui se posent beaucoup de questions se demandent parfois ce qu'il peut bien y avoir tout au fond du puits, tout au bout de cette longue corde qui s'enfonce au cœur de la terre. Mais les enfants n'ont pas de réponse à cette question. Quand ils demandent aux grands, aux adultes qui savent tout, on leur dit « y a rien, de l'eau, c'est tout ». Mais au ton brusque que les parents prennent pour s'empresser de répondre, les enfants qui ne sont pas sots sentent bien qu'on leur cache quelque chose. D'autant plus qu'on leur dit de ne surtout pas s'approcher du puits une fois la nuit tombée. Ce que l'on ne dit pas aux enfants, ce que les vieux savent bien, ce que les parents voudraient ne pas savoir, c'est que tout au fond de ce puits se trouvent des marais engloutis, et dans ces marais, des ondines. Personne, pas même les plus vieux des vieux du village, ne saurait les décrire. On raconte que certains hommes les auraient vus, mais qu'aucun ne serait revenu du marais disparu pour dépeindre ces êtres étranges. On sait juste que ces créatures ont forme humaine. On prétend qu'elles sont malfaisantes et ne sortent du puits que les nuits sans lune pour laver leur linge et attirer les malheureux qui s'approcheraient d'elles. Ensuite, elles les engloutiraient dans les profondeurs de la terre. On raconte qu'elles vivent dans des souterrains immenses, des galeries gigantesques d'une longueur infinie, des galeries qui s'enfoncent tellement dans la terre que la chaleur y est insupportable. On dit que pour attirer les hommes, elles pleurent, gémissent et appellent au secours. Il paraît qu'alors même les plus endurcis ne savent pas résister à ces appels déchirants. Les ondines ont ainsi piégé de nombreux jeunes gens. De tous ces jeunes garçons, on n'en a revu aucun. Ou presque. Au printemps 1919, Jacques, le fils du maréchal Ferrand, est rentré de la guerre depuis plusieurs mois. Pourtant, il n'a pas encore retrouvé sa place au village. Il a recommencé à travailler avec son père. Il est appliqué, sérieux dans son travail, un peu trop sérieux peut-être. Il a vu là-bas sur le front tellement de choses horribles qu'il peine encore à se réjouir des plaisirs simples de la vie comme il savait si bien le faire avant. Sa sœur Charlotte arrive parfois à lui tirer un sourire à force de plaisanteries, mais le sourire disparaît vite. Pourtant, elle est si heureuse d'avoir retrouvé ce grand frère qui lui a tellement manqué. Ensemble, ils ont toujours tout partagé, les jeux, les bêtises, les punitions, les secrets. Jacques raconte la guerre à sa sœur, mais il ne lui dit pas tout, elle le sait bien, et pour la première fois, elle n'ose pas poser trop de questions. Ce dimanche, Charlotte a réussi à entraîner son frère à la pêche. Ils étaient bien au bord du Rhône. Ils rentrent tard. Quand ils arrivent au village, Jacques dit à sa sœur « Rentre toute seule, je vais passer au café, je dois voir Louis pour son cheval. » Charlotte, fatiguée par la grande marche qu'ils viennent de faire, ne proteste pas. Elle recommande juste à son frère « Ne rentre pas trop tard, tu sais que maman n'aime pas ça. » Et Jacques lui répond en riant « Oh, je ne suis plus un gamin tout de même, je saurais bien retrouver mon chemin, même la nuit. » Au café, Jacques reste tard pour discuter avec ses amis, tous ses copains, ceux qu'il a retrouvés. Quand il sort, la nuit est tombée, une nuit toute noire, sans lune. Lorsqu'il passe à côté de la maison de la vieille Thérèse, il entend un son étrange. Une voix, des pleurs. Le garçon s'arrête, il écoute. Ce sont bien des pleurs, de longs sanglots. Oh, évidemment, Jacques connaît cette vieille histoire du puits. Il a souvent entendu sa grand-mère parler des ondines qui apparaissent au bord pour laver le linge et prendre les hommes au piège dans leurs draps. Mais depuis qu'il a de la barbe au menton, il n'y croit plus à toutes ces anciennes légendes. Pourtant,
ses pleurs dans la nuit sont bien réels. Jacques escalade le grillage. Il passe dans le jardin de la vieille Thérèse et ressort par derrière dans la cour où se trouve le puits. Au fond des tranchées, Jacques a appris à avancer sans bruit, à rester caché, invisible aux ennemis. Le jeune homme reste à l'abri d'un gros noisetier. Il retient son souffle. Il hésite à croire ce que voient ses yeux. La margelle du puits est recouverte de linge blanc. Et juste à côté se tient une jeune femme courbée au-dessus du trou béant. Le dos tendu, elle peine à remonter les draps lourds et dégoulinants. Des larmes brillent sur ses joues. Elle glisse ses larmes comme des étoiles tristes d'être tombées du ciel. La jeune femme n'est pas belle, ni même jolie, mais elle est gracieuse. Ses gestes sont légers, délicats. C'est avec une grande douceur qu'elle étale le linge éclatant de blancheur autour de la margelle. On croirait qu'elle compose un bouquet de marguerites géantes. Sur son visage, pas de haine, seulement de la mélancolie. Et Jacques brûle d'envie de se précipiter vers la jeune femme, de l'entourer de ses bras, de la réconforter. Mais le jeune homme entend encore résonner dans sa tête les récits effrayants de sa grand-mère quand elle parlait des ondines malfaisantes. À la guerre, Jacques a aussi appris à être méfiant. Il détourne les yeux de la jeune ondine et rentre chez lui. Cependant, il n'arrive pas à ôter de sa mémoire cette silhouette pleine de délicatesse, ces pleurs remplis de douceur. Au fur et à mesure que ses pas l'éloignent du puits, son cœur se met à battre plus vite pour la jeune femme. Il ne peut pas croire qu'elle est mauvaise, qu'elle pourrait lui faire du mal. Et quand il arrive chez lui, il est convaincu que l'ondine est sincèrement malheureuse, qu'elle est prisonnière et qu'il doit la délivrer. Le lendemain, Charlotte trouve son frère plein d'entrain. Elle est heureuse de le voir si joyeux. Elle pense d'abord que la partie de pêche lui a fait du bien, qu'il a été heureux de revoir ses amis. Elle ne comprend que le soir, lorsque Jacques lui parle de l'ondine qui l'a charmé la nuit précédente. Charlotte a peur pour lui. « Jacques, mais tu ne dois pas y retourner. Tu sais bien ce qu'on dit. L'ondine te fera prisonnier comme les autres. Elle t'attrapera et tu disparaîtras au fond du marais. » « Non, tu te trompes. Tout le monde se trompe. Cette jeune femme que j'ai vue n'est pas mauvaise, j'en suis certain. Si tu avais vu toute cette tristesse qu'il y avait dans ses yeux quand elle regardait les arbres, les jardins, le ciel autour d'elle. Si tu avais vu la beauté de chacun de ses gestes, si tu l'avais vue, tu comprendrais. Je suis sûre qu'elle est prisonnière. Je ne sais pas qui la retient ainsi dans ce marais souterrain, mais je la libérerai. À la guerre, j'ai appris à me battre. Je ne sais pas contre qui ou contre quoi je vais devoir lutter, mais j'arriverai à libérer cette jeune femme. Au moins, cette fois-ci, je me battrai pour quelque chose d'utile. Charlotte ne peut pas comprendre, mais il y a tellement de joie dans les yeux de son frère quand il parle de l'ondine qu'elle n'a pas le cœur de le décourager. Elle lui fait juste promettre d'être prudent. Et il promet. Les jours suivants, le jeune homme reste le soir à la forge tard. Il façonne toutes sortes d'outils étranges qui lui serviront, pense-t-il, à libérer l'ondine de ses chaînes, de cadenas, de serrures avec lesquelles cet ennemi invisible la retient certainement prisonnière. À son père qui l'interroge, il explique que c'est pour s'entraîner, qu'il a un peu perdu la main pendant ses années d'absence. Un mois plus tard, à la nouvelle lune, Jacques est prêt. Dès que le village est endormi, il sort avec un sac énorme sur le dos. Dedans, ses outils emballés de foin pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Il passe dans le jardin de la vieille Thérèse, va tout au fond et ressort dans la cour. La jeune femme est là, silhouette douce et fragile. Elle pleure en étalant le linge autour de la margelle. Jacques avance en faisant attention à ne pas faire de bruit. Mais, malgré toutes ces précautions, l'ondine lève la tête et le voit. Quand elle l'aperçoit, qui s'avance avec prudence, en guettant le moindre bruit, le moindre mouvement, elle comprend qu'il est venu la chercher et qu'il craint un danger. Alors, avant même de le connaître, elle l'aime pour ce grand courage qu'il a. Elle est infiniment touchée du risque qu'il prend pour elle.
Quelques pas de plus et Jacques est à ses côtés. Leurs mains se touchent, ils s'embrassent et un instant ils oublient tout. Mais ce n'est qu'un instant. Quand Jacques veut entraîner Blondine, elle l'arrête et lui dit « Je ne peux pas te suivre ». Jacques lui répond « Mais ne crains rien, je te défendrai. Je me battrai contre celui qui te retient prisonnière. J'ai été soldat, je sais me battre. » La jeune femme le regarde avec un sourire triste. « Personne ne me retient. C'est juste que je suis ondine. Les ondines ne peuvent pas vivre à la lumière du jour. Je dois retourner me cacher dans le marais englouti avant que le soleil ne se lève. » Jacques reste un moment sans voix. Mais l'instant d'après, sa décision est prise. « Si tu ne peux pas vivre dans le monde des hommes, alors c'est moi qui irai vivre dans ton monde. » L'ondine veut empêcher Jacques de descendre avec elle dans le puits, mais le jeune homme ne veut rien entendre. Quand un peu plus tard le soleil se lève, la cour est vide, le puits abandonné, seul. Pendant toute une semaine, on cherche Jacques. Charlotte raconte ce que son frère lui a dit. Elle parle de ses projets de libérer l'ondine. On ne veut pas la croire. « Mais ce ne sont là que des histoires de vieilles bonnes femmes. Oui, des histoires à dormir debout, tout ça. » On envoie tout de même un pompier voir au fond du puits. Il ne trouve rien que de l'eau. Pas de monstre, pas d'ondine, pas Jacques. On finit par raconter que le pauvre garçon a perdu la tête à cause de la guerre, qu'il est parti, on ne sait pas où. Mais 3 mois plus tard, une nuit sans lune, Jacques réapparaît. Il est maigre, pâle, son regard est terne comme éteint. Il traîne partout avec lui une tristesse infinie. Il n'y a que Charlotte qui arrive à le réconforter un peu. Elle l'emmène au bord du fleuve, là où ils aimaient pêcher tous les deux, blottis dans les launes. Alors seulement il reprend un peu vie. C'est peut-être le calme de la rivière, la présence bienfaisante de la Féronne. À sa sœur, Jacques raconte les souterrains immenses, les galeries sans fin. Il lui décrit un monde merveilleux de beauté, des murs scintillant de pierres précieuses, des lacs souterrains aux eaux bleu turquoise. Il lui parle longuement de l'ondine si douce qui a accroché son cœur. Quand il évoque la jeune femme, Jacques se met à pleurer. Charlotte, à nouveau, ne comprend pas. « Mais si tu étais si heureux avec elle, pourquoi est-ce que tu es revenu ?»« Je ne suis pas revenu. C'est l'ondine qui m'a ramené ici, parce qu'elle m'aime vraiment. Les hommes sont heureux dans le marais englouti, tu sais, tout près de celle qu'ils aiment. Mais ils ne peuvent pas vivre longtemps dans cet endroit qui n'est pas fait pour eux. C'est pour cela que les ondines sont si tristes et viennent pleurer au bord du puits quand elles lavent leur linge. Elles ne peuvent pas vivre sous les rayons du soleil, et les hommes qu'elles aiment ne peuvent pas survivre au fond du marais souterrain. Elles sont condamnées à vivre des amours impossibles. » Jacques réfléchit un moment, puis rêveur, il ajoute « Elle me manque tellement. Il faudrait qu'elle puisse vivre ici, mais cachée, sans jamais être exposée aux rayons du soleil. Oh, j'y ai bien pensé. Je pourrais construire pour elle une maison au fond des bois. La journée, elle resterait blottie à l'intérieur, et la nuit, j'irais la voir. Mais j'aurais tellement peur que quelqu'un la découvre, qu'on ouvre la porte et qu'on fasse entrer la lumière du soleil dans son abri. Ça lui serait fatal. Je ne veux pas courir ce risque. Et puis en faisant cela, c'est moi qui la ferai prisonnière. Et ça, je ne le veux pas. » En voyant 2 pinsons se poser sur le bord de leur nid, Jacques dit à sa sœur « Tu vois, Charlotte, j'en arrive à envier ces oiseaux qui n'ont pas à se cacher pour vivre un bonheur tout simple. » Il se passe parfois d'étranges choses dans les launes. On a coutume de dire que les vœux sincères peuvent y être entendus et exaucés. Sans doute est-ce la bienveillance de la fée, maîtresse des lieux. Un soir sans lune, Jacques a disparu pour de bon. Son père n'a rien dit, sa mère a pleuré, ses amis ont regardé par terre. Mais Charlotte, elle, s'est réjouie en secret. Elle savait ce qui était arrivé. Cette même nuit, 2 grandes chouettes blanches se sont installées sous le toit dans la maison de la vieille Thérèse. C'étaient 2 belles hulottes aux longues ailes silencieuses. Elles vivaient heureuses et libres,
sans jamais devoir craindre les rayons du soleil.